sénateur de Paris, au secrétaire national du Parti communiste français de bien vouloir prendre place derrière le pupitre, nous en invitons. De conférenciers qui participent à nos travaux. Je veux d'abord dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à cette université d'été où vous êtes nombreux à être arrivés hier et je vous ai rejoint dans la nuit après avoir, j'en dirai un mot tout à l'heure, participé à un débat à l'université d'été de Verre hier à Lorient. Je veux dire le très grand plaisir que nous avons trouvé ici à Angers, où manifestement d'ailleurs l'université d'été fait événement depuis plusieurs jours dans la presse régionale, et qui est aussi une presse qui a beaucoup d'écho national. Et je voudrais remercier chaleureusement les camarades qui ont préparé l'université d'été. Véronique Sandoval, qui jusqu'au congrès était l'animatrice de la préparation de l'université d'été. Et Guillaume Boukachi, qui est le nouveau directeur de qui a été élu au comité exécutif national depuis le dernier congrès. Et puis remercier également évidemment les camarades de la région et de la fédération, et remercier tout particulièrement Aurélien Guillot, le secrétaire départemental de la Mayenne, et Alain Pagano, le secrétaire départemental du Maine-et-Loire. Près de 70 camarades de la Fédération du Maine-et-Loire, ce qui est ici très important, ont participé, sont inscrits à l'université d'été, ont participé à sa préparation, ce qui est vraiment formidable. Donc vous assistez durant cette université d'été à 3 jours de programmation de grande qualité intellectuelle et politique, et aussi, parce que chez nous, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, à un grand moment de fraternité, et c'est très bien. Ces moments sont précieux et à quelques jours du plus grand rendez-vous populaire de toute la rentrée politique, la fête de l'humanité qui se tiendra les 9, 10 et 11 septembre à la Courneuve, notre université d'été est devenue en quelque sorte un tremplin vers la fête de l'humanité et un bon moment d'éducation et d'intelligence collective. Et c'est important parce que tout dans nos vies et dans la vie du pays semble aller de manière frénétique. Quand les médias nous imposent chaque jour des questions qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles du pays, mais auxquelles il faudrait être sommé en permanence de répondre, eh bien pour être une femme ou un homme libre, pour être un citoyen capable de s'engager, pour être un ou une militant, un ou une communiste qui soit utile à ouvrir des chemins d'émancipation, et bien c'est tant d'échanges, de formation politique, de découvertes artistiques, culturelles et scientifiques. Il paraît que la visite hier des tapisseries de Jean Mursa a été un moment aussi important pour ceux qui étaient. Tous ces moments-là sont indispensables. Ces temps sont des fenêtres sur l'imagination et nous en avons besoin pour penser un autre monde possible. Et le faire ici, aussi nombreux, ensemble, venus de tout le pays, c'est aussi important quand, chaque jour, ce ne sont que le chacun pour soi, la concurrence sur fond d'ignorance et la méfiance qui sont flattés, et c'est pour nous une grande force. Comprendre le monde pour le rendre meilleur, comprendre nos sœurs et nos frères humains
pour faire ensemble plutôt que les uns contre les autres, voilà qui est à proprement parler révolutionnaire dans un siècle dominé par les furieux désirs, pour reprendre l'expression de l'un de nos invités, de l'un de nos conférenciers, Fethi Benslama, qui était là hier, ces furieux désirs de rentabilité, de concurrence, d'exploitation qui ravagent le monde actuel. Nous ne sommes pas des optimistes, nous sommes des optimistes, mais pas des optimistes béats qui nient les dangers de la période singulière dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas non plus des militants désespérés d'attendre le bonsoir qui ne vient pas. Nous sommes des femmes et des hommes qui avons décidé de nous engager, qui comme, et j'avais envie de l'évoquer devant vous, qui comme un jeune Toulousain appelé Georges Chély, ont choisi un jour d'agir et de ne plus subir. Et comme lui, nous sommes prêts à tous les combats, disponibles pour toutes les rencontres que nous offrira la vie militante, toutes les rencontres sincères, ne supportant aucune injustice et déterminés à les faire reculer sans relâche. Nous rendrons d'ailleurs à ce militant, à ce grand dirigeant de notre parti, à ce dirigeant syndical, à ce dirigeant cégétiste et communiste, dont la vie est une fierté pour notre pays, le 20 septembre, au siège de la CGT à Montreuil, un hommage national conjoint de la CGT et du Parti communiste, dans lequel Philippe Martinez et moi-même prendrons la parole. Dans un été à nouveau marqué par la barbarie qu'il a combattue toute sa vie. La leçon qu'il nous laisse pour l'affronter, c'est le choix de l'humain en toutes circonstances, le choix de la paix, de la justice et de la fraternité. Tout est fait pour nous en éloigner, et pas seulement nous, mais pour éloigner la France tout entière de ces valeurs-là. Les forces de Daesh, comme celles qui ne prétendent ne lui répondre que par la violence de la guerre, veulent faire céder la France et nous entraîner dans une spirale dont elle sortirait durablement meurtrie et abîmée. Eh bien, nous ne céderons pas. Et je veux renouveler mon appel ici. Nous devons tenir bon contre la haine. Oui, ensemble, Français de toutes conditions, de toutes confessions, Français et migrants venus d'ailleurs, ensemble, nous devons tenir bon contre la haine. Des meutes se déchaînent pour nous entraîner sur les dangereux chemins de la peur et du tous contre tous. Et à les écouter, l'été que nous venons de vivre après l'année passée n'a été que terreur. Eh bien moi, je veux pour ma part d'abord retenir devant vous de cet été les paroles de dignité et d'humanité du maire de Saint-Étienne-du-Louvray, notre camarade Hubert Vulfranc. Ces paroles ont résonné dans tout le pays. Elles ont rendu la fierté à la France entière après le lâche assassinat du père Hamel. Et je veux également retenir, même si son écho médiatique a été moins important, l'hommage rassembleur du maire de Magnanville, notre camarade Michel Lebouc, dans cette commune frappée de stupeur par le massacre de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin, ce couple de policiers qui n'avaient qu'une ambition, servir à la sécurité de leurs concitoyens. Quelle dignité, quelle hauteur de vue, quelle humanité dans les actes et les discours de ces deux élus communistes. Et quelle différence avec le déferlement violent et bien souvent irresponsable entendu de la part des responsables de droite après le carnage de Nice. Oui, ces élus, comme le font des milliers de militants du quotidien, tiennent la France debout face à ceux qui cherchent à l'abaisser, et nous allons continuer ce combat. Mais de cet été, je veux aussi retenir la joie de ces milliers d'enfants et de familles privées de vacances, cette magnifique conquête sociale du Front populaire, emmenée pour une journée à la mer lors des journées de solidarité organisées par les communistes tout l'été. Nous avons fait les comptes et ils ne sont pas terminés.
Plus de 10 000 personnes sont parties à la mer en moins de journée grâce à la Je veux retenir aussi de cet été les milliers de remerciements entendus lors de nos ventes solidaires le 18 août dernier de fruits et légumes, au cours desquels nous avons vendu 80 tonnes de produits grâce à la coopération avec nos amis agriculteurs partenaires de ces journées. Je veux aussi retenir de cet été les larmes de bonheur de nos médaillés olympiques, de cette équipe de France venue de nos quartiers. Ce n'est pas, comme certains le disent, la France de la diversité qui a battu le record de médailles à Rio. C'est la France, tout simplement la France. C'est la jeunesse de notre pays telle qu'elle est, celle que certains saluent un jour dans la cour de l'Élysée par exemple, mais stigmatisent le lendemain, celle remarquable d'audace, de solidarité, celle qui de Champigny à Aubervilliers, le maire de Champigny est parmi nous, je l'ai dit tout à l'heure, a fait ses premiers pas sur un tatami ou sur un ring dans des villes qui croient au sport pour tous et qui consacrent les moyens nécessaires à cela. Je veux retenir d'ailleurs de ces Jeux de Rio, qui bien sûr n'ont pas échappé aux stigmates de notre monde d'argent et d'inégalité. Ça n'est pas une bulle, les Jeux Olympiques, dans le monde que nous connaissons. Mais je veux retenir ce message olympique de paix qui perdure entre les athlètes de la planète. Et je pense à cette image incroyable de cette nageuse syrienne de 18 ans, Yousra Mardina, membre de l'équipe olympique des réfugiés, qui a gagné sa série du 100 mètres papillon, elle n'a malheureusement pas été plus loin, tout juste un an après avoir failli mourir en mer en fuyant la Syrie. Elle était avec sa sœur sur une embarcation de fortune, toutes les deux sont filles de maîtres nageurs, et avec sa sœur, elles avaient remorqué à la nage l'embarcation de ses occupants durant plus de 3 heures, avant d'atteindre l'île de Lesbos, puis d'atterrir à Berlin, où elles ont repris l'entraînement. Voilà ces images et le monde d'humanité vers lequel nous voulons continuer, nous les communistes, de tendre notre regard, nos regards et nos ambitions. Ce monde de la fraternité, il est possible et il est toujours à notre portée. D'immenses richesses existent pour construire ce monde de partage et de bien commun, mais à condition de faire cesser la prédation mondialisée de ces richesses par un système capitaliste qui ne connaît comme règle que la concurrence à outrance, les dominations et les guerres. La France de la fraternité, oui, que nous aimons, est aujourd'hui durement attaquée. Dans notre pays, déjà en proie à une profonde crise sociale, politique et démocratique, les meurtres de masse, les assassinats et les attaques suicides menées au nom du djihad ont plongé nos concitoyens dans l'effroi, l'incrédulité, le chagrin et la peur. Les cibles visées ne le sont pas au hasard. Les dessinateurs de Charlie Hebdo, l'hypercachère de Vincennes, la jeunesse des terrasses, des concerts et des stades, la fête populaire du 14 juillet, le père Hamel dans son église, un couple de policiers. C'est à chaque fois la République qui est visée. Pour combattre ce terrorisme assassin qui nous tend le piège de la guerre des civilisations pour nous y précipiter, il nous faut désormais résister à un terrorisme plus soft, le terrorisme politique et idéologique qui voudrait nous interdire de penser et de comprendre les causes et les racines de ces drames. Expliquer, c'est commencer à excuser, avait dit le Premier ministre. Nous sommes en guerre, un point c'est tout, et la guerre sera notre seule réponse. Eh bien nous refusons cette démission. Nous refusons de baisser pavillon sur les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous refusons de rendre les armes de la pensée, justement parce que le défi à relever est immense. Le terrorisme de Daesh et les formes mutantes qu'il endosse, en recrutant dans les plaies de notre propre société en crise, nous obligent à penser des réponses nouvelles, autres que les logiques de guerre. Face aux dangers nouveaux qui menacent, il serait fou de défaire les solidarités qui unissent le peuple de France.
tout le peuple de France et tous ceux qui vivent sur notre sol. Et j'accuse de la plus grande irresponsabilité ceux qui jouent en ce moment à cela et qui ont décidé de faire de la logique de peur un instrument de gouvernement. Je veux insister sur cela car c'est une bataille désormais quotidienne, celle de la pensée contre la peur, que nous allons devoir mener avec constance. La manière dont les maires du parti de Nicolas Sarkozy, encouragés par lui d'ailleurs, les maires de la Côte d'Azur, soutenus par Manuel Valls, la manière dont ils viennent d'essayer d'instrumentaliser le Burkini est parfaitement révélatrice. Car il est clair que ce qui était visé par eux, le monde de France, et rien d'autre. Et nous avons eu honte pour la France en voyant la scène des interpellations sur la plage canoise, qui ne visait d'ailleurs déjà plus le Burkini, et qui était de ce point de vue dramatiquement révélatrice. Le Conseil d'État vient de remettre les pendules à l'heure en stoppant l'engrenage visé, en le stoppant en tout cas provisoirement, puisque certains n'ont pas l'intention de désarmer, et c'est tant mieux, et nous saluons cette sage décision. Mais j'ajoute aussi que quant au Burkini lui-même, les choses pour nous sont claires. Nous ne céderons pas non plus sur la liberté des femmes à disposer entièrement et librement de leur corps. Ce combat il est pour nous universel. Et nous voulons le mener, et j'insiste là-dessus, nous voulons le mener avec toutes les femmes, et bien entendu tous les hommes, contre toutes les assignations, vestimentaires ou plus graves encore, qui voudraient réduire le droit à l'égalité pour toutes et tous. Mais ce combat, il concerne non pas les musulmans, il concerne toute la société française. Il traverse toutes les conditions, toutes les confessions. Ce dont nous avons besoin en la matière, ce n'est pas du déchaînement raciste auquel nous venons d'assister. Ce dont nous avons besoin, c'est de lois plus fortes, de moyens toujours plus importants pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes dans notre société et pour l'égalité femmes-hommes en tout domaine. Et c'est ce combat que nous allons, nous les communistes, ériger toujours plus au rang de grande cause nationale. En 2017, le pays aura à faire sur cette question et sur bien d'autres des choix de société majeurs pour son avenir. Nous le sentons bien, dans l'affrontement politique en cours, ce qui se joue, c'est la France, tout simplement la France. Et je veux vous parler de l'ambition que nous devons porter pour notre pays. Car rien ne serait plus dramatique que de laisser la droite, l'extrême droite et le gouvernement actuel nous dicter les termes du débat national, comme c'est le cas aujourd'hui. L'un des choix que la France doit faire avec audace, le premier et probablement des choix à faire, est celui de la jeunesse, de la culture et de l'éducation. Quelle vie, quel idéal propose-t-on à la jeunesse? L'engagement dans les interventions extérieures armées? Devenir milliardaire, comme le propose Macron? Devenir auto-entrepreneur, comme le propose Gattaz? Ou peut-être encore chasser le Pokémon? Mais quel idéal? Quand on a 18 ou 20 ans, des parents au chômage, sur la touche, privés parfois de droit de vote, quand le seul rapport au monde social est d'être exclu de Pôle emploi, le seul rapport à l'État, le harcèlement policier, et le seul rapport à la culture, la télé-réalité. Franchement, les jeunes de France, tous les jeunes nés dans ce beau pays ou qui le rejoignent, sont un trésor précieux.
Je suis personnellement consterné, et nous aurons l'occasion de le dire, plus fort encore la semaine prochaine, quand j'entends le gouvernement placer la rentrée scolaire sous le signe de la sécurité. Voilà l'entrée dans la vie que nous allons offrir aux enfants du pays. Des exercices de confinement contre les risques d'attentats. Outre que tout cela n'est que du vent, sans aucun moyen de sécurité supplémentaire réel, et on va une fois de plus laisser et les enseignants et les collectivités locales se débrouiller avec ce soi-disant message national adressé par le gouvernement. Mais outre que ce n'est que du vent, le signal envoyé est désastreux. Le droit à l'éducation, à la culture, au sport devrait être notre drapeau national et la rentrée scolaire devrait être une fête. La France a besoin au plus vite d'une grande loi de programmation pluriannuelle sur 5 ans pour l'éducation, la culture et le sport, où tous les moyens de la réussite et de l'émancipation soient donnés à chaque jeune de notre pays, sans en laisser un seul au bord de la route. Des moyens exceptionnels doivent être dégagés pour cela. C'est la priorité des priorités pour donner un avenir à la France, et c'est une des propositions fortes que nous porterons dans toute l'année qui vient. Donner un avenir à la France, c'est aussi inventer sans attendre le travail de demain et sécuriser la vie de nos concitoyens. La loi travail, nous devons dire la loi de précarisation du travail, imposée fin juillet grâce au 49.3, est une imposture, car nous avons largement démontré qu'elle vise en réalité uniquement le dumping social généralisé et non l'emploi. Mais de surcroît, elle est un anachronisme, car la guerre économique à laquelle elle nous condamne sera sans fin si nous les laissons faire. Et il y aura toujours moins cher pour travailler, ici ou là. Et si nous laissons cette concurrence folle s'installer comme seul horizon des peuples, elle conduira inévitablement la planète à de nouvelles crises pires que celle de 2008. En vérité, si par ailleurs ils nous enferment dans la guerre, dans le conflit, dans la concurrence, c'est parce qu'ils s'accrochent à leur vieux monde, au privilège de l'argent, à la domination des grands intérêts financiers et commerciaux. C'est qu'ils sont incapables de penser autrement. Au fond, ils s'accrochent à ce vieux système capitaliste en crise qui règne sur la planète, mais qui ne sait plus répondre aux défis contemporains du développement de l'humanité. Alors, pour continuer à régner, ils préfèrent nous diviser, nous trier, nous fragiliser, nous mettre en concurrence pour continuer à nous exploiter, plutôt que de toucher un tant soit peu à leur sacro-sainte loi de libre marché au service des rendements financiers. Eh bien, nous, ce que nous voulons, c'est tout le contraire. Et c'est une question qui est à l'ordre du jour pour nous, le peuple français, pour tous les peuples européens et pour les peuples du monde. Ce que nous voulons, c'est rassembler, c'est construire une civilisation du commun, c'est développer chacune et chacun pour émanciper toute l'humanité dans un projet de paix et d'égalité devant le droit au progrès humain. Nous refusons la fatalité d'une société qui laisse sur la touche une partie grandissante d'elle-même, une partie croissante d'elle-même. Le chômage et la précarité sont les poisons de notre société. Et si nous laissons primer les logiques actuelles, la rentabilité et la compétitivité dans un monde ouvert à toutes les concurrences, et de surcroît à l'heure de la numérisation, eh bien alors la valeur de notre travail sera saccagée. Le passage par le chômage deviendra la règle pour tous, et la seule raison du marché dominera tout. Seuls les plus puissants, les 1%, comme je les ai décrits dans le livre que j'ai publié au printemps, deviendront toujours plus richissimes et toujours plus puissants. Nous proposons de changer cette logique et de commencer à le faire. Et c'est là aussi une de nos propositions majeures que nous portons toute l'année. Nous proposons de briser cette logique en créant une nouvelle sécurité sociale, une sécurité de l'emploi et de la formation. Ce progrès de civilisation majeure, à l'égal de ce qu'a été la création de la sécurité sociale à la libération, qui garantirait à chacun le droit à l'emploi et à l'évolution professionnelle par la formation tout au long de sa vie, en garantissant à tous une sécurité de revenus,
serait un puissant levier non seulement pour sortir du chômage, mais pour changer le sens du travail, pour redonner à chacun du pouvoir sur son travail, pour changer l'entreprise, pour repenser et réduire les temps de travail pour tous, tout au long de la vie. Et là encore, d'ailleurs, on pourrait commencer par la jeunesse, en visant comme un objectif premier, un objectif d'exception, 0 jeune au chômage. Comment? Eh bien, nous proposons, dans la proposition de loi que nous avons déposée à l'Assemblée nationale, que chaque jeune signe avec le service public de l'emploi une convention de sécurisation de l'emploi et de la formation. Le parcours choisi d'insertion dans l'activité ou le contrat de travail associé à cette convention garantirait un revenu égal au SMIC ou une allocation d'autonomie pour ceux qui sont en formation. Ainsi, tout le rapport de la société et des entreprises au chômage en serait bouleversé, et c'est progressivement, excusez-moi, une nouvelle logique qui pourrait s'installer. Donner un avenir à la France, c'est aussi construire un nouveau pacte républicain pour retrouver la République partout sur tout le territoire. La République pour tous. La République pour tous, c'est un plan d'urgence et de mobilisation nationale pour la relance de tous les services publics. Ce qui veut évidemment dire clore le chapitre désastreux de l'austérité, de la RGPP, de la réduction drastique des budgets des collectivités locales. La République pour tous, comme l'a magnifiquement dit le maire de Saint-Étienne de Louvray, et pourtant il prononçait ces paroles au moment d'un crime odieux, c'est la bienveillance plutôt que la surveillance. Bien entendu, s'il existe des caméras de surveillance, soit dit entre nous, Nice est la ville la plus vidéo surveillée de France, il n'existe pas de caméras de bienveillance. Peut-être un jour on les inventera. Mais en attendant, la bienveillance, c'est tout simplement de l'intervention humaine, du débat, de la réflexion, de l'action intelligente, de l'écoute attentive, de la patience avec chacun. La République pour tous, c'est une nouvelle politique publique de sûreté nationale qui protège mieux les populations et le territoire national, alliant des moyens plus importants, et il en faut, les événements dramatiques que nous venons de vivre le montrent, mais des moyens aussi mieux répartis sur tout le territoire, des moyens aussi employés à bon escient pour le suivi et l'investigation des signalements, pour le démantèlement des filières d'enrôlement et de trafic d'armes, des services de justice et de prison mieux équipés, mieux formés, une coopération européenne et internationale des services de police, de renseignement et de renseignement militaire coordonnés autour de l'objectif commun de neutraliser les individus potentiellement dangereux. Et disant cela, d'ailleurs, je n'invente rien, écoutez les personnels de tous ces services, écoutez leurs représentants syndicaux, écoutez les grandes organisations des droits de l'homme, écoutez l'expérience d'autres pays, et partout vous retrouverez cette proposition. La République pour tous, c'est mettre en chantier une 6e République. Nous inverserons le calendrier électoral pour faire primer l'Assemblée nationale sur l'exécutif. Nous supprimerons évidemment le 49.3 et ferons la proportionnelle à toutes les élections pour une juste représentation des partis. Nous ouvrirons une nouvelle ère de la citoyenneté en instaurant le référendum d'initiative populaire, de nouveaux droits pour les salariés dans les entreprises, et transformerons le Sénat en une nouvelle chambre citoyenne comportant plusieurs collèges de représentants syndicaux, associatifs, d'élus locaux, ainsi qu'un collège composé de citoyens tirés au sort. Pour en finir avec la professionnalisation de la vie politique, nous créerons un statut de l'élu et étendrons le non-cumul des mandats. Nous engagerons une refonte de la loi NOTRe pour faire prévaloir la coopération et la démocratie locale. Notre nouveau pacte républicain visera la réalisation concrète des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et un renouveau de la laïcité. Il inscrira dans la loi le principe de non-régression pour les droits sociaux et politiques. Il portera de nouvelles avancées pour l'égalité femmes-hommes,
Je l'ai dit tout à l'heure, il garantira la citoyenneté de résidence et mettra enfin en œuvre le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Il donnera une dimension concrète à la lutte contre le racisme et contre toutes les discriminations, notamment la lutte contre le contrôle faciès, avec la mise en place du récépissé lors des contrôles d'identité. Nous mettrons enfin en place des observatoires départementaux de la laïcité, sous l'égide de l'Observatoire national, dont le but serait la médiation, l'apaisement des tensions, le règlement des conflits, dans un esprit républicain. La République pour tous, c'est aussi une nouvelle action internationale de la France pour une politique internationale de sécurité globale. La sécurité des uns implique la sécurité de tous. Et pour la construire, notre pays, la France, a à faire un choix essentiel. Mettre un terme aux politiques d'alliance et de billard à trois bandes, aux opérations de conquête de marché de l'armement, aux compromis avec les dictateurs et de fuite en avant vers des traités et des accords de libre-échange qui affaiblissent toutes les économies nationales. Oui, la France a le choix de changer cette politique et de contribuer à changer le monde. La France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, peut décider que le politique et la diplomatie, la prévention des conflits et la résolution des injustices sociales et économiques sont prioritaires dans l'action multilatérale pour briser les reins des organisations comme l'État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda, qui ont profité et qui profitent encore de la faiblesse des membres. Et va à la rencontre de remerciements qui nous viennent justement des citoyens que nous sollicitons, parce qu'ils ne supportent plus d'être écartés du débat politique et ils attendent une seule chose, que le débat politique reparle de ce dont ils veulent qu'il parle et non pas l'inverse. Ils ne cherchent, ils n'ont pas envie de se rallier à un paysage politique quel qu'il soit, dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Ils veulent que leurs exigences dominent. Nous devons donc consacrer encore plus de force à amplifier cette démarche. Pour donner plus de force, pour lui donner plus de visibilité encore, nous soumettrons, après avoir rendu public ces résultats, et après avoir mené le travail que nous menons de dialogue avec toutes ces forces politiques et sociales, à une votation citoyenne fin octobre, les bases d'un pacte commun possible pour une alternative de gauche en 2017. Droits des femmes, jeunesse et éducation, sécurité d'emploi et de formation, plan zéro jeune au chômage, sauvegarde de la planète, nouveau pacte républicain, nouvelle république, politique de paix et de fraternité, lutte contre la finance, maîtrise publique des banques, refondation européenne. Je viens de verser quelques idées pour un tel pacte et il y en a d'autres. Mais j'ai écouté les propositions d'Arnaud Montebourg, celles de candidats à la primaire socialiste qui ont combattu avec nous la loi travail. Et j'entends des propositions qui dialoguent avec les nôtres. Je sais que dans le discours que prononcera demain à Toulouse Jean-Luc Mélenchon, nous retrouverons aussi beaucoup de ce qui nous est commun. J'étais hier à l'université d'été des Verts pour un débat auquel il m'avait invité pour une autre loi de travail, une loi de progrès social. J'ai senti l'intérêt à ce travail commun parmi ces militants. Et même pour vous faire une confidence, beaucoup plus d'intérêt à ce débat parmi eux, parmi les militants écologistes, qu'à la primaire interne à laquelle ils se préparent entre eux pour fin octobre. Tout ce que nous ferons pour faire émerger ce commun ne sera pas du temps de perdu, parce que c'est là que nous trouverons les armes et les forces à rassembler pour faire face d'abord dans les combats immédiats à la surenchère ultralibérale, raciste et guerrière que nous allons devoir chaque jour essayer de faire reculer. Nous aurons nous-mêmes à faire notre choix pour la présidentielle début novembre. Et je ne sais, à l'heure qu'il est, si nous trouverons avec nous les Français qui le souhaitent, et ils sont des millions, la force de faire bouger le paysage actuel. Mais je le dis, tant que les dangers sont là, tant que la menace d'une victoire de la droite et de l'extrême droite est si présente, nous devons travailler à cette réponse forte et rassemblée. En tout état de cause,
car il n'est pas question pour nous de déserter l'arène présidentielle malgré ses difficultés. Nous ferons notre choix en responsabilité. Et nous ferons entendre, quel que soit ce choix, la voix du Parti communiste pour le présent et pour l'avenir, parce que cette voix est indispensable, je l'ai dit. Nous avons dès cette minute d'ailleurs un rôle éminent à jouer pour reconstruire la gauche dans ce pays, qui en a un besoin vital. À ce propos, je veux dire une nouvelle fois, comme nous l'avons dit avec force au Congrès, que les élections législatives et les élections sénatoriales seront essentielles pour l'avenir du pays. Nous devons batailler, et nous savons que nous allons batailler à contre-courant, c'est vrai, mais c'est une bataille essentielle, et ça n'a jamais été d'être à contre-courant qui nous a fait peur. Nous devons batailler contre la dévalorisation organisée, systématique de ces échéances politiques, qui est une des dimensions de la présidentialisation et de la dévitalisation démocratique du pays. Les constructions de rassemblements populaires que nous sommes capables d'initier dans beaucoup de circonscriptions du pays peuvent jouer un rôle essentiel pour faire bouger les lignes présidentielles et débloquer la situation politique. De quel député de gauche avez-vous besoin? Sans même parler de qui sera président. De quel député de gauche avez-vous besoin? Nous devons faire de cette question une grande question publique et nous appuyer sur ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment la bataille sur la loi travail, en parlant de cette question avec les syndicalistes qui ont mené ce combat. De quel député de gauche avez-vous besoin? Cette grande question politique dans la proximité peut être un atout pour débloquer la situation. Car l'enjeu peut, dans ces circonstances, devenir plus accessible, plus palpable à nombre de nos concitoyens désarçonnés par une vie politique nationale, je l'ai dit, dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Nos choix ne sont pas ceux, ne peuvent pas être dans cette situation. Nous ne pouvons pas nous résoudre à cela. Nous ne pouvons pas choisir d'être cloués au sol en permanence par un débat imposé par les provocateurs de toute espèce, par les surenchères racistes, par les provocateurs intégristes ou d'autres. Nos choix ne peuvent pas être ceux d'un pays sidéré par la peur, cédant à la panique, acceptant l'état d'exception. Nos choix doivent être ceux d'un pays qui veut réfléchir sereinement, tranquillement, fraternellement, démocratiquement à son avenir dans le monde tel qu'il est. J'ai la certitude qu'une grande majorité des Français cherchent un autre choix pour 2017 que de départager la droite, l'extrême droite et François Hollande. Et d'ailleurs, regardez Sarkozy, dont tout le monde nous dit qu'il est parti en fanfare. Premier sondage publié la semaine dernière, 80% des Français souhaitent qu'il ne soit pas élu président de la République. Les gens ne veulent pas du casting qu'on cherche à la République. Ils n'en veulent pas, mais si nous ne sommes pas capables de faire émerger une réponse à la hauteur, eh bien, ils seront prisonniers du choix qu'ils ne veulent pas. Tout ce que je viens de dire, nous l'avons décidé lors de notre congrès. Et je veux vous inviter à nous y tenir. J'entends et je comprends les impatiences dans nos rangs. Et je sais les fourmis qui démangent les uns et les autres quand on voit la succession des annonces de candidature pour les primaires ou la présidentielle. Mais moi je vous dis, tenons-nous à nos propres décisions, à notre calendrier. Nous avons 8 mois d'ici la présidentielle, 9 d'ici les élections législatives, un peu plus d'ici les sénatoriales. L'échéance, c'est vrai, se rapproche, la bataille est engagée, c'est vrai. Mais les enjeux sont si importants, si décisifs, que nous aurions tort d'en rabattre en bradant le travail de large rassemblement que nous avons décidé d'entreprendre, parce que c'est le seul qui peut nous sortir du piège actuel. Mon appel à tous, à vous, mais à tous au-delà est pressant. À tous, citoyens de gauche de toute sensibilité, à tous, responsables de gauche qui menons
dans des combats communs, qui avons mené des combats communs contre la loi El Khomri et la déchéance de nationalité dans l'année écoulée, à tous partenaires du front de gauche, à tous candidates et candidats déclarés ou potentiels, je vous le dis, l'urgence est à construire un chemin commun. C'est encore possible. Je vous demande de ne pas brader la grande ambition collective, de changer les choses, de changer la vie des gens, des travailleurs, des jeunes, contre les moins grandes ambitions personnelles ou partisanes, légitimes aussi dans la bataille politique. Et nous le savons, les ambitions, parfois moins légitimes, de se faire une place, parce que les égos existent aussi, mais parfois légitimes de faire une place à son parti, à son mouvement, toutes méritées qu'elles soient. Je le dis avec franchise, dans cette situation, la place de chacun de nos partis, de notre parti ou de notre formation, elle sera immense si nous construisons du commun. Mais elle sera toute petite si nous n'y parvenons pas. Alors pour ma part, et je souhaite que chacun, à sa mesure, fasse la même chose, j'irai partout où il sera nécessaire. Et je dialoguerai avec tous ceux avec qui il faudra dialoguer. Et à tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, des plus humbles aux plus responsables, je leur dis, nous vous attendons, je vous attends à la fête de l'humanité. Cette fête prendra un caractère exceptionnel. Nous vous y invitons à partager le pain, le vin, la fraternité, et dans un moment, dans le moment dans lequel nous sommes, c'est une dimension essentielle de la fête. Que chacun mesure ce que va constituer la réussite populaire dans ce moment-là, d'un tel rassemblement fraternel. Nous allons donc y consacrer tous les efforts nécessaires, y compris, et ça n'est pas facile dans la période, et il faudra être attentif à aider les responsables du journal et de la fête de l'humanité, à aider nos services d'accueil et de sécurité, à aider, je le dis, parce que nous travaillons en collaboration avec eux, les services de police. Il nous faudra travailler ensemble à assurer la sécurité de la fête, parce que c'est important. Mais évidemment, c'est la dimension fraternelle de cette fête qui sera une formidable réponse politique à la situation. Mais dans cette fête, évidemment, nous voulons faire grandir le commun dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans son nouveau roman qui paraît ces jours-ci, Salman Rushdie qualifie avec lyrisme notre époque de temps des étrangetés. Qui d'entre nous, au fond, ne ressent pas la même chose? Que les choses, dans ce monde qui a tant besoin d'avancer et de progresser, que les choses vont au contraire à l'envers. Eh bien, chers camarades, à nous, à nous de les remettre à l'endroit le plus vite possible. Et encore toutes les diffuses pour la voix de la nuit a été enlevée.